Alors bonjour professeur Olivier Picon, qui nous fait vraiment l'honneur aujourd'hui de donner un petit peu de son temps dans son planning un petit peu chargé quand même, hein. Donc je vous présente, donc vous êtes gynécologue obstétricien à la maternité à l'hôpital Louis Mourier à Colombes et spécialisé dans l'infectiologie, en tout cas dans la prise en charge de la femme enceinte. Dites-moi si je me trompe, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Une de mes cordes, c'est de m'occuper de tout ce qui est infectiologie périnatale. Et donc, Voilà. on connaît très bien la toxo, la rubéole, le CMV, mais ça peut être aussi la grippe, le Zika, le SARS-CoV-2, etc., etc. Donc, j'ai un point d'intérêt particulier par rapport à tous ces domaines d'infectiologie, en particulier les infections virales. Parfait, merci beaucoup. En tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui pour justement répondre aux questions des femmes enceintes concernant la pandémie mondiale, hein, qui est malheureusement toujours en cours aujourd'hui. Donc justement, donc ça fait maintenant un an et demi que le Covid-19 a fait malheureusement son apparition. Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Que peut-on affirmer aujourd'hui sur les risques pour la femme enceinte? Est-ce qu'elle est considérée comme, entre guillemets, personne à risque? Oui, alors maintenant c'est assez clair. Il y a beaucoup de publications qui le montrent. La femme enceinte est plus à risque de formes graves par rapport à cette infection virale. Alors le plus souvent, effectivement, la femme enceinte infectée n'a pas de symptômes ou assez peu et ça rentre dans l'ordre très vite, mais elle a plus de risques qu'une autre femme qui n'est pas enceinte du même âge d'avoir une forme grave, d'avoir besoin d'une ventilation ou alors d'avoir besoin de passer en réanimation. Donc ça, c'est clairement montré. Et on sait que ce risque, il augmente. Il y a des comorbidités comme par exemple le diabète, une obésité, une hypertension ou un âge un petit peu avancé. Voilà, oui, donc justement, donc c'est les risques en fait du coup pour la femme enceinte et pour le bébé. En gros, voilà, quels sont les risques en fait? Alors, le risque, c'est effectivement la détresse respiratoire. Comme la patiente, elle a des modifications importantes de son métabolisme pendant la grossesse, de son travail cardiaque, il y a le volume abdominal avec les bébés ou le ou les bébés qui empêche de respirer correctement, il y a plus de détresse respiratoire. Et donc, cette détresse respiratoire peut aller jusqu'à besoin d'avoir d'oxygène ou d'être intubé. Et parfois, on va être obligé d'induire une prématurité pour que la patiente, elle respire un petit peu plus facilement. Ce qui est important, c'est que le, euh, le, le virus en lui-même ne passe le placenta que très, très rarement. D'accord? Ouais. Quand il passe, souvent, c'est au moment de l'accouchement ou dans les formes qui sont les plus graves. Donc, c'est pas comme le cytomégalovirus, la rubéole, c'est pas un virus qui va passer à travers le placenta et donner des malformations. Ça, maintenant, on a pas mal de recul et ça il n'y a pas de signal d'alerte de ce côté-là. Il y a quelques cas de bébés qui sont nés infectés, et essentiellement quand la patiente faisait une forme grave au moment de l'accouchement, et ça n'a pas eu d'impact majeur sur le nouveau-né. Mais c'est vrai que la prématurité induite, elle peut avoir un impact. Donc, quand une patiente est infectée, on essaye de gagner du temps, de passer le cap de la période la plus difficile pour essayer d'éviter d'avoir un bébé que l'on fasse naître un petit peu trop tôt. D'accord, ok. Et justement, alors quel est le taux de transmission en fait maman-bébé? Si la maman bien sûr est infectée. Il est exceptionnel, hein, il est moins de 1%. Voilà. D'accord. Franchement, les cas prouvés de transmission materno-fétale se comptent sur les doigts des deux mains, je pense. Et là, il y a des études qui sont en cours. Nous-mêmes, on a mené une étude qui est encore en cours. Et les cas sont vraiment rares. D'accord. Bon bah tant mieux, heureusement. Ok, très bien, merci. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en fait si on se retrouve avec un bébé à la naissance qui est infecté par le Covid-19? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Alors, c'est surtout les pédiatres qui s'en occupent. Et donc, moi, je suis un petit peu plus embêté pour répondre aux questions pédiatriques pour lesquelles je reste prudent. Mais voilà, ils surveillent notamment la respiration, etc., etc. Et franchement, dans l'immense majorité des cas, il y a pas de souci. C'est vraiment une question pédiatrique spécialiste sur laquelle j'éviterai de trop m'étendre pour essayer de dire des bêtises, mais il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. D'accord, très bien. Donc c'est une bonne chose. Et du coup, C'est maintenant, on va essayer. Dites-moi. Non, j'y allais, c'est pour ça. Du coup, j'allais peut-être digresser sur ce que vous alliez poser comme question après, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de séparation mère-enfant. Par exemple, quand la mère est infectée et que le bébé est né, on essaye de privilégier le lien mère-enfant. On ne sépare pas la mère et l'enfant.
Si la mère est infectée, qu'elle vient d'accoucher, elle porte le masque pour éviter quand même de trop mettre du virus sur le bébé. Puis il faut que ce soit aéré, que le berceau soit un petit peu éloigné du lit de la patiente. Mais il n'y a pas de séparation mère-enfant. Il faut privilégier le maintien du lien mère-enfant. Oui, quand même, oui, malgré tout, c'est sûr. Alors, on va essayer de se mettre dans la peau d'une femme enceinte et voilà, donc elle vient d'apprendre sa grossesse et du coup, qu'est-ce qui va changer pour elle dans le calendrier, dans le suivi un petit peu, dans le planning des rendez-vous de grossesse par rapport à justement à cette pandémie mondiale? Alors, c'est hyper important d'arriver justement à ne pas changer ce calendrier. Mmh. C'est une difficulté qu'on a eue dans la première vague. Il faut bien arriver à garder tous les rendez-vous de consultation mensuelle et bien regarder les rendez-vous d'échographie, surtout l'échographie du premier trimestre qui peut être faite qu'entre 11 et 14 semaines pour le dépistage de la trisomie 21. Il ne faut pas rater ce créneau-là. Oui. Après, si l'écho de 22 semaines est décalé de 15 jours, c'est pas très grave. Mais surtout l'échographie du premier trimestre qu'il ne faut pas rater. Donc ça, c'est vraiment important. Donc après ça, c'est dans le suivi de grossesse. Voilà, maintenant c'est bien rentré dans les mœurs. On vit avec ce virus. On n'est pas comme il y a un an, donc il y a beaucoup moins de soucis organisationnels. Après, ce qui est important pour la femme enceinte, c'est que elle sait qu'il faut qu'elle prenne des mesures de prévention et d'hygiène pour éviter d'attraper la toxoplasmose, par exemple, ou pour essayer d'éviter d'attraper le cytomégalovirus. Et donc, il y aura aussi les mesures de prévention pour éviter d'attraper le SARS-CoV-2, donc le port du masque, le lavage des mains, l'arrêt de travail qui peut être fait pour les patients dont le poste de travail ne peut pas être adapté, qui sont exposés au public, et surtout la vaccination. Oui, c'est ça, oui. Oui. Alors du coup, la question qui revient aussi le plus fréquemment, c'est est-ce que le conjoint ou bien le coparent peut justement venir maintenant assister à ces rendez-vous de suivi gynécologique, sage-femme, échographie, ou voire même voilà s'il y a des choses en urgence, est-ce que le papa est accepté? Alors, ce qui est extrêmement important, c'est il faut pouvoir respecter les mesures de distanciation physique dans les salles d'attente. D'accord? Donc, ce qui se passe, par exemple, à Louis Mourier, où on a une salle d'attente qui n'est pas très grande, c'est que le mari, il attend dehors, et quand c'est le tour de la patiente, à ce moment, elle prévient son conjoint qui rejoint directement dans le box. Et effectivement, si on a 20 patientes qui sont avec leurs 20 conjoints, les mesures ne sont pas respectées. Donc ça, c'est une contrainte un petit peu géographique. Et voilà, donc le mari peut venir aux échographies, peut venir aux entretiens, mais il faut pas qu'il stagne dans salle d'attente pour permettre d'avoir des chaises de libre entre chaque patient. Ça, c'est première chose, c'est la consultation en urgence ou les consultations programmées. En salle de naissance, le mari peut être présent, d'accord. Évidemment, il doit respecter les mesures de distanciation, le port de masque. Il ne doit pas être malade, bien évidemment. S'il a des symptômes, on va avoir du mal à l'accepter. Mm. Et puis après, il y a les suites de couches. Dans la plupart des hôpitaux, il y a toujours des contraintes obligatoires dans chaque hôpital d'interdiction des visites de façon générale, mais dans la maternité, on accepte que le mari soit présent. Après, ça dépend vraiment de l'organisation dans chaque maternité pour savoir à quelle heure, sur quelle période. Voilà. À Louis Mourier, on commence à remettre en place la possibilité, dans certains cas, que le papa passe la nuit avec Ah ok, sa femme ça et le c'est bien, bébé. oui, oui. Voilà. Et ça dépend vraiment des hôpitaux et des endroits et de l'organisation géographique pour justement limiter les déambulations des gens dans un endroit où ils pourraient répandre du virus et pour respecter les mesures de distanciation. Ok, très bien. Merci beaucoup. Bah, c'est vrai que votre hôpital fait des efforts, du coup c'est chouette, c'est bien, c'est chouette. Ah bah, tout le monde fait des efforts. Mais c'est vrai que oui, voilà, on essaie d'évoluer quand même dans ce sens-là. Alors du coup, aujourd'hui, quelles sont les conditions d'un accouchement? Est-ce que, voilà, donc du coup, vous venez de le dire, dans votre hôpital, du coup, les papas peuvent être présents. Maintenant, concernant la maman, est-ce qu'il y a des tests PCR? Est-ce qu'il y a des masques à porter, etc.? Est-ce que ça change dans chaque maternité? Comment ça se passe? Oui, ça change un petit peu selon les maternités, parce qu'il y a des maternités qui sont dans les départements, il y a très peu de cas, et des maternités qui sont dans les endroits, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, chaque maternité s'adapte aussi en fonction de l'épidémie locale. Il y a beaucoup de maternités qui font un test PCR pour toutes les patientes qui rentrent en travail ou alors qui vont être déclenchées, elles ont une PCR la veille, parce que ça a un impact sur après la façon dont elle est isolée pour éviter de contaminer le personnel ou d'autres malades, et si elle va au bloc opératoire pour une césarienne, pour les anesthésistes, etc. Et l'idée, c'est vraiment de protéger le personnel et de protéger les autres malades. D'accord? Donc, le port du masque, il est recommandé pendant tout le travail, il est recommandé pendant les efforts expulsifs.
Il n'est pas obligatoire, mais il est recommandé. Si la patiente peut, tant mieux. Si elle ne peut pas, tant pis. Mmh. Mais tout ça, ça doit s'anticiper avant pendant les consultations prénatales et D'accord. de façon à ce que la patiente ne se sente pas contrainte et que ce soit expliqué. Parce qu'il ne faut pas oublier que en face d'elle, à moins d'un mètre, juste en face, il y a la sage-femme et que si elle pousse pendant 1 heure avec la sage-femme juste en face sans masque, il y a quand même un risque d'infecter la sage-femme. Donc il faut anticiper éventuellement si la patiente ne peut pas du tout mettre de masque, que la sage-femme change de tenue, mette un masque FFP2. Donc tout ça, ça s'anticipe. On OK, très espère bien. bien que tout ça va s'améliorer quand la vaccination sera beaucoup plus répandue. Et il est possible, par exemple, c'est en cours de discussion, par exemple chez nous, on n'a pas encore pris la décision parce que ça ne dépend pas que de nous, hein, il faut faire avec les comités d'infection des hôpitaux, etc. Mais il est possible qu'une patiente vaccinée, dans les semaines à venir, n'ait plus de test PCR quand elle va arriver en salle de naissance, par exemple. OK, ouais. Elles en ont quasiment toutes, mais si elles sont vaccinées, si elles ont eu leurs 2 doses, peut-être qu'elles n'auront plus l'obligation de faire ce test quand elles arrivent. Donc, on va s'adapter à cette nouvelle situation qui est la généralisation de la vaccination. Ça On va serait bien, s'adapter ouais. à ça petit à petit. On Mmh. va certainement alléger un petit peu tout ça. Ah, mais c'est bien. Tant mieux. Donc encore au jour d'aujourd'hui, si on a voilà une patiente qui voilà qui va accoucher et qu'elle est malheureusement positive à la Covid, quel est du coup, est-ce que vous pouvez nous dire en fait voilà comment est-ce qu'elle va être traitée, comment voilà comment va se passer du coup l'accouchement, les suites de couches, etc. Qu'est-ce qui va être différent en fait du fait qu'elle porte justement le Covid en elle et qu'elle va accoucher incessamment sous peu? Alors, il y a 2 cas. Il y a la patiente qui a des symptômes et la patiente qui n'a pas de symptômes. D'accord? La patiente qui est infectée, qui n'a pas de symptômes, la seule chose qu'on pourra discuter, selon si elle va accoucher ou pas dans un délai proche, c'est l'indication des anticoagulants, qui sont importants parce qu'on sait que le risque, c'est qu'elle fasse des phlébites. Hein. La SARS-CoV-2, il fait ça peut donner des phlébites, donc les patients, on les met sous anticoagulants. D'accord. Donc ça, c'est le traitement un petit peu de base. Après, D'accord. sur une patiente qui a des symptômes, en plus de les anticoagulants, ce qui sera discuté, c'est l'oxygénothérapie en fonction de sa saturation en oxygène dans le sang, et puis éventuellement des corticoïdes qui ont vraiment une amélioration importante. Voilà, donc il y a un traitement symptomatique, il y a le traitement par anticoagulant et par corticoïdes, et pour l'instant, il n'y a pas d'autres traitements, et donc évidemment, pas des traitements qui ont été testés et mis à la mode à certains moments donnés. Pour l'instant, on est dans ce traitement de base. Ok, très bien. Et du coup, pendant les suites de couches, qu'est-ce qui change par rapport, voilà, si maintenant elle est positive? Alors, c'est l'isolement pour éviter d'entraîner des infections au sein de l'hôpital, ce qu'on appelle des infections nosocomiales. Ça, c'est la première chose qui est importante. Et c'est essentiellement ça. D'accord. Mais elle est Des avec son traitements. bébé. Oui, oui, il n'y a pas de séparation mère-enfant. Alors, sauf Voilà, si le voilà, bébé est en malade parce qu'il est né prématurément voilà. ou si elle est très malade et qu'elle est en soins intensifs, etc. Mais Là, auquel dans, cas, oui. dans les unités Covid qu'il y a dans les maternités, le plus souvent, les patients sont avec leur bébé, elles sont isolées, elles n'ont pas le droit de sortir de leur chambre. Il y a toutes les tenues pour le personnel pour aller voir, ce qui est assez contraignant, Mhm. mais il n'y a pas de choses particulières. Et puis, ce qu'on aime bien aussi, c'est qu'elles rentrent rapidement chez elles. Voilà, ça Oui, c'est c'est sûr. important d'arriver à les... Ok. Et si malheureusement bébé est positif aussi à la naissance, qu'est-ce qui se passe du coup pour lui? Alors, ça, c'est une question qui est beaucoup plus pédiatrique et à laquelle je vais avoir du mal à répondre. Et pour éviter des bêtises, je ne suis pas spécialiste de ce domaine-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je sais qu'ils sont surveillés, mais Ça va voilà. être au cas par cas aussi, je pense. Ouais, c'est vraiment au cas par cas en fonction du terme, des symptômes, etc. Mais voilà, vraiment, il y a pas de quoi être inquiet particulièrement. Ok. Autre question aussi souvent posée, est-ce qu'on peut allaiter alors qu'on est positive au Covid? Oui, on peut allaiter, aucun souci. Non, on allaite avec le masque, Voilà. parce que le bébé est juste à côté. Mais voilà, il n'y a pas de, bien sûr, il faut allaiter et c'est hyper important. Et les petits bisous au cas où ça? Bah, on peut faire un petit bisou, un petit câlin quand même. Ok. Ah bah très bien. Ok. Très bien. Bon, c'est vrai que Sinon, qu'est-ce qu'on voulait si encore? la patiente elle est très symptomatique, il faut vraiment éviter. Mais si elle n'est pas symptomatique, voilà, il faut faire un petit câlin. Il faut quand même qu'il y ait un lien mère-enfant qui se crée, il faut pas l'empêcher. Voilà, c'est ça, oui. Mais oui, c'est important. Et ça reste très important malgré tout.
Sinon, on voulait encore vous demander, donc du coup, est-ce qu'on a le droit de se faire vacciner enceinte? Oui, Oui, absolument. Vous savez que je suis un grand pro-vaccination depuis très longtemps et là particulièrement dans ce contexte. Les femmes enceintes sont vaccinées contre la grippe normalement tous les ans. mhm, Dans le monde entier, elles sont vaccinées contre la coqueluche, ce qui n'est pas encore le cas en France, mais c'est possible dans certains départements, mais c'est pas encore le cas en France malheureusement partout. Et évidemment, on peut être vacciné contre le SARS-CoV-2 pendant la grossesse. C'est recommandé. Les femmes enceintes font partie des groupes prioritaires depuis le mois de mars. voilà. Donc, il n'y a aucun souci. C'est des vaccins ARN messagers qui n'ont aucun effet secondaire. Il y a de plus en plus de publications qui sortent sur des cohortes de femmes enceintes vaccinées qui sont parfaitement rassurantes. Donc, il n'y a vraiment aucune inquiétude par rapport à ça. Il faut qu'elles soient vaccinées. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un moment particulier dans la grossesse justement où on peut se faire vacciner? Alors, pour la grippe, par exemple, c'est n'importe quand pendant la grossesse. Et pour le SARS-CoV-2, la préconisation, c'est à partir du début du deuxième trimestre. Pas parce qu'on a peur que le vaccin induise des fausses couches. Ça, on n'a pas peur que le vaccin donne des fausses couches. Très D'accord? bien. Mais ce dont on a peur, c'est que si la patiente se vaccine et que le lendemain, elle fait une fausse couche, il y a un lien erroné qui soit fait entre les deux et que sur les réseaux sociaux, le lendemain matin, le mec, j'ai fait une fausse couche à cause du vaccin, alors qu'il n'y a pas de lien. Il y a Tout qu'à à fait, oui. 20% de patients qui font une fausse couche. C'est un événement très fréquent. Donc, c'est vraiment pour éviter ça. Mais pas parce qu'on a peur que le vaccin fasse quelque chose. C'est pour qu'on a peur de dire, ben, je donne un exemple souvent, c'est que si un jour la mode est au pull rouge et qu'on regarde les statistiques des morts en accident de voiture, on va trouver beaucoup de morts avec des pulls rouges. On va dire, ben, les pulls rouges donnent des accidents de la voiture. Oui, oui, oui. Et voilà, il faut pas confondre le fait que deux événements se produisent en même temps et la causalité, le lien de l'un à l'autre. Tout à Voilà. fait, oui. D'accord. Et alors, du coup, autre question, est-ce que du coup, si je suis enceinte, je me fais vacciner, est-ce que mon bébé profite aussi du vaccin ou pas? Oui, absolument. Alors, sur une infection naturelle, on va produire des anticorps qui vont passer à travers le placenta et le bébé va avoir des anticorps. Et sur une vaccination, c'est pareil. La vaccination va générer la production d'anticorps qui passe à travers le placenta. Et donc, le bébé va recevoir des anticorps qui vont rester probablement pendant quelques semaines après sa naissance. Et ça ne peut lui faire que du bien. Ah, bah, c'est Il y a aussi parfait. des anticorps dans le lait, comme après une infection naturelle, une vaccination, des anticorps par le lait qui sont aussi très positifs. Bon, bah, c'est parfait. Alors, donc, tout pousse vraiment les femmes enceintes à se faire vacciner. Donc, n'hésitez pas, n'ayez plus peur. Et du coup, dernière question, vous aviez parlé tout à l'heure des vaccins ARN. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors vous savez qu'il y a plusieurs types de vaccins. Et il y a les vaccins avec un vecteur viral, comme le vaccin AstraZeneca, qui sont recommandés uniquement pour les personnes de plus de 50-55 ans. Oui, Et puis il y a les vaccins ARN messagers, qui sont les vaccins les plus connus que je ne vais pas citer. Et donc ces vaccins-là, en fait, on met un petit fragment d'ARN messager qui va aller dans le cytoplasme de la cellule, pas dans le noyau, dans le cytoplasme, et qui va être, on appelle ça traduit en protéines et c'est cette protéine qui va entraîner les anticorps. Donc cet ARN messager, il ne rentre pas dans le noyau de la cellule, qui est vraiment une structure à part, et il n'y a pas, dans l'espèce humaine, de molécules qui transforment l'ARN messager en ADN. On a des enzymes qui transforment l'ADN en ARN, mais on n'a pas cette transcriptase inverse qui transforme l'ARN en ADN et qui se soit ensuite intégré. Donc ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de risque de devenir euh, un être génétiquement modifié en raison de la vaccination. oh, bah, c'est Voilà. parfait. Excellent. Ben, professeur Picon, je vais vous libérer. Je vous remercie Merci vraiment beaucoup. énormément. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là, d'avoir vraiment un discours rassurant, positif et voilà, et encourageant du coup concernant la vaccination de la femme enceinte. Donc vraiment merci, un grand merci à vous. Et du coup, je vais vous laisser continuer votre journée. Merci beaucoup et j'espère à bientôt. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Puis regardez notre page YouTube du GRIG et notre site internet le GRIG pour faire un petit peu de pub pour un autre réseau social. Merci beaucoup et bonne Parfait. continuation. À Merci bientôt. Au revoir. beaucoup. Au revoir.